bâtir ensemble une filière performante. La REP PMCB, donc du bâtiment, c'est d'abord un sujet déchet avant d'être un sujet du bâtiment. L'éco-organisme dans lequel vous allez vous investir, c'est le maillon fort d'une filière. Nous aurons à cœur de faire en sorte que vous soyez, vous, metteurs en marché, au cœur des dispositifs. Pour mieux comprendre, finalement, l'idée, c'est maintenant de comprendre la réalité d'un éco-organisme et comment on traduit tout ça dans la vie d'un éco-organisme, puisque c'est la réponse à la mise en place de filières à responsabilité élargie des producteurs. Pour parler évidemment des impacts juridiques, mais aussi organisationnels et financiers, je vais les présenter tout d'abord et je passerai la parole à Adèle à mes côtés dans un instant. Adèle Frouard, bonjour, merci d'être avec nous. Arnaud vous a cité tout à l'heure, vous êtes responsable des relations institutionnelles et technique, et donc vous allez nous en dire un petit peu plus. Revenir un peu sur l'éco-organisme, c'est quand même pas mal de bien insister aussi sur ce point. Manuelle Criado, bonjour, vous êtes directrice administrative et financière, et on l'a compris, vous allez donc nous parler aussi de l'aspect financier. Et puis tout à l'heure, là aussi, Arnaud Gossement vous citait, Bruno Mouzet, merci d'être avec nous, donc directeur des relations adhérents. Alors je commence par vous, puis l'idée aussi, ça sera là encore que vous puissiez poser vos questions à l'issue de cet échange. Adèle, donc peut-être, même si Arnaud en a parlé, Arnaud en a parlé, c'est quand même bien de revenir quand même sur l'éco-organisme et sur le rôle qu'il a à jouer. C'est toujours bien de repréciser les choses. D'ailleurs, il savait que vous alliez en parler, il a un petit peu, à un moment, il a un peu accéléré le mouvement. Oui, alors du coup, je vais tenter de ne pas trop paraphraser Maître Gossement et rappeler très rapidement le fonctionnement d'un éco-organisme. Alors, effectivement, un éco-organisme, c'est une société de droit privé, généralement de droit privé, parce qu'on voit aussi des associations dans le paysage des éco-organismes à but non lucratif et qui est investi par les pouvoirs publics d'une mission d'intérêt général. Donc, pour ce faire, les pouvoirs publics, les ministères de tutelle, délivrent un agrément à l'éco-organisme sur la base de ses capacités techniques, organisationnelles, financières, de ses engagements environnementaux. Donc l'éco-organisme doit délivrer un dossier de demande d'agrément, c'est quelque chose d'assez conséquent qui fait plusieurs pages. Où il précise un gros pavé, comme montre Maître Gossement, un gros pavé qui dessine un peu les lignes directrices de ce que l'éco-organisme devra faire pendant toutes ces années d'agrément. Donc les ministères de tutelle délivrent un agrément à cet éco-organisme et après cet agrément, les producteurs peuvent officiellement adhérer et transférer leur responsabilité à l'éco-organisme qui pourra assurer la gestion des déchets soit en étant un éco-organisme opérationnel, donc en s'appuyant sur des prestataires qu'il aura sélectionnés par voie d'appel d'offres, soit de façon financière, en s'appuyant sur les collectivités territoriales, soit les deux. Alors donc, on l'a vu évidemment, parce qu'on a parlé de la loi AGEC ce matin, il y a tout un paysage réglementaire, évidemment, j'allais dire, dont vous dépendez largement. Il y a un cahier des charges à respecter, mais pas seulement. C'est ça. Donc, un cahier des charges, une fois que l'éco-organisme est agréé, il doit donc respecter un cahier des charges d'agrément qui est généralement fixé par voie d'arrêté. Et puis, tout au long de sa vie, l'éco-organisme, il doit aussi se conformer aux textes, aux dispositions législatives et réglementaires qui sont publiées entre-temps. Et on sait que, quand même, depuis quelques années, le rythme réglementaire est assez soutenu, cadencé. Et on a vu... Il y a la loi AGEC, mais pas seulement. Il y a la loi climat et résilience qui vient d'être votée. Enfin, il y a beaucoup de lois. Exactement. Et de décrets. Il y a eu donc la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, donc publiée en 2020, qui a vraiment réformé le paysage des éco-organismes. Par exemple, en fait, pour Valdélia, c'est une vingtaine de mesures, une dizaine de textes qui impactent directement l'organisation. C'est encore une quarantaine de textes à paraître, nous a dit le DGPR la semaine dernière. C'est des sujets sur
les garanties cautionnelles en cas de défaillance de l'éco-organisme, c'est la mise en place de fonds, réemploi, réutilisation, réparation, c'est la résorption, enfin, ou du moins l'accompagnement ou l'appui des collectivités pour la résorption des dépôts sauvages. Enfin voilà, c'est tout un tas de mesures. Ce qui oblige à une veille réglementaire, évidemment, permanente. Conséquente, exactement. Et puis, il y a eu cette loi climat et résilience, dont on a aussi beaucoup parlé cet été, qui a été publiée au mois d'août. Alors, elle impacte moins directement les éco-organismes, mais en fait, sur certaines dispositions, elle vient quand même aussi réformer des articles de la loi anti-gaspillage, un an après. Quand même. Quand même. Voilà. Et après, il y a aussi tous les autres textes qui concernent les filières de gestion des déchets, les règlements européens. Par exemple, le règlement sur les polluants organiques persistants qui nécessite que tous les acteurs de la chaîne viennent investiguer leur présence dans les déchets. Voilà. Oui, donc ça fait un paysage réglementaire, comme on l'a dit, qui est très large. Alors maintenant, pour mieux comprendre aussi, avec qui, j'allais dire, vous échangez, vos fameuses parties prenantes aussi, quelles sont-elles ? Alors, un éco-organisme, c'est un bidule. Un machin, dirait certains. Un président. Un truc qui gravite au milieu de plusieurs parties prenantes auxquelles il doit répondre. On connaît les parties prenantes, je dirais, prioritaires. En fait, les ministères de tutelle, l'écologie, les finances, l'intérieur, par exemple. Ça peut être aussi la santé pour certains autres éco-organismes. C'est aussi l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Là, c'est vraiment nos parties prenantes prioritaires. Mais dans la sphère publique, il y a aussi les collectivités territoriales ou les régions qui ont une mission de planification et donc qui ont besoin des informations des éco-organismes. On en a parlé tout à l'heure avec Maître Gosselin. Et puis dans la sphère professionnelle, il y a les metteurs en marché, les détenteurs, les structures de l'économie sociale et solidaire pour la réutilisation, les opérateurs du déchet, qui, eux, sont régis par des contrats types. D'accord, si j'ai bien compris, vous êtes un peu à la croisée des chemins, finalement, C'est tous ça. ces acteurs. Ouais. Et puis, l'éco-organisme doit aussi se doter de comités. Alors, on a vu avec la loi AGEC la naissance du comité des parties prenantes, qui est une véritable instance de gouvernance de l'éco-organisme composée de collèges de collectivités, de collèges opérateurs du déchet, de collèges associatifs, de collèges de producteurs. Et ce comité, il doit donner un avis sur les grandes décisions stratégiques de l'éco-organisme, l'éco-modulation, l'éco-modulation, la politique de communication, etc. etc. Voilà, donc on comprend mieux un petit peu ces parties prenantes et cet finalement écosystème, dont un mot qu'on emploie souvent finalement, qui vous concerne aussi. Alors maintenant, on a bien compris, j'allais dire, globalement comment vous fonctionnez et les sujets que vous avez à traiter aussi à Delfroire. Alors, ils sont variés. Alors, ce ne sont pas mes sujets, mais c'est les sujets Bien sûr. de l'éco-organisme. Mais vous représentez là l'éco-organisme. Absolument, merci de me le rappeler. Donc, il y a bien évidemment plein de sujets qui sont très succinctement résumés ici. Alors, Maître Gosselin l'a rappelé tout à l'heure, un éco-organisme, c'est une organisation qui gère de la data. C'est une forme de gros data center qui gère des données... Green. Green, absolument. Green Data Center. Donc, qui gère des données à la fois aval, de gestion des déchets, de la collecte jusqu'à leur traitement, mais aussi amont sur les mises en marché. Donc toutes ces données, elles sont bien évidemment relayées au pouvoir public, en gardant en fait sous le sceau de la confidentialité, bien évidemment. Donc elles sont relayées au pouvoir public dans le cadre de leur mission d'observation, de contrôle des éco-organismes, et aussi d'information d'informations publiques.
Les données de gestion des déchets sont également relayées, vous l'imaginez bien, aux détenteurs, aux parties prenantes opérationnelles pour leur registre des déchets, mais également aux conseils régionaux, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de leur mission de planification régionale. Et puis on a également les études que l'éco-organisme doit fournir tout au long de son existence, qui produisent de la connaissance sur les filières. Alors on peut citer plusieurs catégories. Il y a les études de gisement qu'on doit régulièrement communiquer et réaliser, les études de perception de la filière, perception par les détenteurs, les consommateurs, de potentialité de recyclage en fonction des avancées de recherche et développement, de réutilisation, les bilans de gaz à effet de serre, j'en passe. Toutes ces études, bien évidemment, elles servent aux différents acteurs, à éclairer les différents acteurs et à améliorer la filière, à la mettre en œuvre opérationnellement. Et puis, l'éco-organisme, il doit également accompagner ces metteurs en marché dans le cadre de la prévention et de l'éco-conception. Souvent avec une approche analyse du cycle de vie en investiguant les questions de réparabilité, de durabilité, etc., etc. Donc ça, ce sont des informations qui, bien évidemment, sont fléchées vers les metteurs en marché pour travailler sur les questions d'éco-modulation, les fameux primes pénalités ou anciennement bonus-malus, et les plans de prévention et d'éco-conception sectorielle. Bref, pour synthétiser, donc un éco-organisme, un éco-organisme doit respecter son cahier des charges. Il est contraint, outre les objectifs de performance qui lui sont assignés, il doit tout au long de son existence produire de la donnée et de la connaissance. Ah bah merci à vous pour cette présentation, on va dire institutionnelle d'un éco-organisme pour mieux le comprendre. S'il y a des questions, on va enchaîner et puis après, évidemment, vous pourrez poser vos questions aux intervenants. On va poursuivre avec Bruno Mouzet, donc directeur des relations adhérents, et parler du sujet quand même de l'adhésion aussi à l'éco-organisme. Alors pourquoi adhérer à un éco-organisme, Bruno Mouzet ? Alors ça, c'est une bonne question. Tout le monde a répondu depuis ce matin. Je vais quand même essayer d'apporter une réponse un petit peu plus opérationnelle. En fait, adhérer à l'éco-organisme, ça vous permet de participer à la filière. Évidemment, vous remplissez vos obligations en adhérant, ça, je pense que vous l'avez compris depuis ce matin, mais c'est aussi un moyen de participer. Et c'est un choix de participation, parce que comme vous l'avez vu, dans les éco-organismes, il va y avoir des gens qui seront plus opérationnels, des gens qui seront plus hybrides, pour utiliser un mot moderne, ou des gens qui seront plus peut-être financiers. Et du coup, c'est un choix que vous faites aussi en choisissant un éco-organisme, de participer d'une manière ou d'une autre à la filière. Ensuite... Comment ? Alors maintenant, voilà, on a expliqué pourquoi. Quand on peut adhérer ? Alors, quand on peut adhérer tout le monde vous parle du 1er janvier depuis tout à l'heure. Rassurez-vous, on va attendre le 2, parce que le 1er janvier... oui, d'ailleurs, Arnaud Humbert-Droz a dit 2 janvier. Voilà, ouais. Ah, ça me fait plaisir. J'ai cru qu'il allait me faire travailler le 1er. On met sur notre site, à partir d'aujourd'hui, une lettre d'intention pour ceux qui auraient l'intention d'adhérer au projet de Val-d'Elia, projet qu'on va vous présenter tout au long de la journée. C'est très important pour nous que ceux qui souhaitent participer à ce projet remplissent cette lettre d'intention, parce que pour nous, ça permet de montrer au pouvoir public qu'on a déjà des metteurs en marché qui adhèrent à notre projet et qui vont nous suivre. Alors évidemment, ça n'a pas une valeur... très importante, puisqu'on n'est pas agréé, donc tant qu'on n'a pas l'agrément, on ne peut pas vous demander d'adhérer, mais montrer que vous avez l'intention d'adhérer, c'est quand même pour nous un point important dans notre dossier de demande d'agrément, et pour ceux qui veulent le faire, c'est le moment de le faire, et c'est surtout le moment de participer à la création de la filière avec nous. Parce que nous, on est des techniciens, comme on l'a rappelé, on est des techniciens du déchet, finalement, on est des techniciens de la REP, parce que si je dis qu'on est technicien du déchet, je vais me faire lyncher avant d'arriver en haut. Et on a besoin, en fait, des metteurs en marché pour voir comment ça fonctionne,
qu'est-ce que vous avez comme données disponibles dans vos systèmes d'information, pour ensuite construire derrière tout ce qu'on va vous demander par la suite, notamment est-ce que l'éco-contribution sera visible ou pas, donc comment on va faire pour y arriver, comment vous allez déclarer les mises en marché. Là, ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être très informatisé, parce que si le niveau du marché est très informatisé, dans ce cas-là, on ira vers une solution très informatisée. Si le niveau du marché, les systèmes d'information dont vous disposez ne sont pas ou les données qu'on va vous demander ne sont pas faciles d'accès, on va peut-être partir sur des solutions différentes. Là, aujourd'hui, dans le meuble, par exemple, on est parti sur un tableau Excel. Parce qu'il y a des entreprises très grosses dans le mobilier, et puis vous avez des entreprises très petites, où ils sont deux. Et en fait, ceux qui sont deux, ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de ERP. Donc on a travaillé ensemble au départ de la REP pour arriver à créer un système déclaratif où tout le monde va pouvoir s'en sortir le mieux possible avec son système. C'est pour ça que c'est important d'être là au début et de répondre présent, parce que vous allez participer à cette création. Nous, on n'a pas d'idée précise, en tout cas préconçue, de comment on va faire les choses. On va avoir un cahier des charges qui va nous dire, voilà, il faut arriver à tel résultat, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais après, on va pouvoir adapter les solutions en fonction de ce que nos adhérents, en tout cas les premiers qui participeront avec nous à cette construction, vont nous donner comme information. Alors, vous avez parlé du site valdelia.org. Comment il faut faire concrètement ? Alors, adhérer, en fait, on a 10 ans d'expérience dans la REP, donc c'est vrai qu'on a démarré au début avec des feuilles en carton, et puis le dimanche, on mettait les factures dans les enveloppes et on envoyait nos 2000 factures d'éco-contribution à nos adhérents après les déclarations. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu modernisé. Tout se fait sur notre système d'information qui... c'est dématérialisé, vous voulez dire ? C'est dématérialisé. Et c'est surtout beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour les metteurs en marché de retrouver ne serait-ce que leurs factures, parce que le nombre de fois où on m'a demandé au début « Ah, vous pouvez me renvoyer mes déclarations, vous pouvez me renvoyer les factures, etc. » Là, aujourd'hui, vous avez sur le site un compte, et sur ce compte, vous allez retrouver tous les éléments qu'on a partagés ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Ce système d'information, vous allez sûrement en entendre parler plusieurs fois, parce que il gère de l'amont à l'aval. C'est-à-dire qu'il va gérer des déclarations des mises en marché jusqu'au traitement des déchets jusqu'à l'exutoire final. Donc je ne vais pas spoiler mes camarades, mais c'est un système d'information qui est le fruit de 10 ans d'expérience. Donc aujourd'hui, il a une bonne maturité, il fonctionne bien, il simplifie la vie pas mal à nos adhérents, et j'espère qu'il sera adapté à nos futurs adhérents. Donc pour adhérer, en fait, quand on sera agréé, le 2 janvier, vous irez sur notre site internet, il y a 5 champs à répondre. Ça génère le contrat type, donc le contrat type qui sera négocié, présenté, partagé bien avant l'agrément. Et puis ce contrat type, il suffira de le signer, nous le renvoyer, et vous serez adhérent de Valdelia. Donc c'est assez simple. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est gratuit. Donc, on ne vous fera pas payer l'adhésion. Donc ça, c'est... Alors, je plaisante, c'est gratuit pour tout le monde. Donc ça, c'est pour les précisions. Vous avez parlé d'éco-contribution. Peut-être bien, vous voulez en dire un mot, puis après, je passerai la parole à Manuel. Alors, l'éco-contribution, finalement, c'est un petit peu le job des metteurs en marché, c'est de la générer. Donc, soit elle sera visible, soit elle ne sera pas visible, on verra. Mais en tout cas, c'est quand même vous qui allez devoir la reverser chaque trimestre ou chaque année. Là, c'est pareil, je n'ai pas encore de détails. Dans le mobilier, c'est chaque trimestre. C'est plutôt pas mal comme système. Je crois que les gens sont assez contents de ce rythme. Après, si le rythme il est annuel, dans d'autres REP, c'est annuel. On s'adaptera à nos obligations. Et puis, si on n'a pas d'obligation, c'est avec les gens qui seront là pour construire la filière qu'on prendra les décisions. Donc, ces déclarations, elles se font aujourd'hui via un tableau Excel que vous intégrez dans notre système d'information. Ça génère une facture. Et puis, finalement, vous nous reversez ce que vous avez collecté ou pas auprès de vos clients. Je dis ou pas parce que je ne sais pas si tout le monde refacturera, parce que Maître Gossement a dit tout à l'heure qu'on pouvait l'intégrer dans sa marge. Donc, mais en tout cas, normalement, comme c'est aujourd'hui construit dans le mobilier, finalement, c'est une affaire blanche. Vous facturez, vous reversez. C'est du temps administratif, ça, j'en conviens, mais c'est pas financièrement de l'argent qui sort de votre poche, puisque c'est le client final qui va financer le système.
Alors, je vais vous repasser la parole dans un instant, mais tout d'abord, Manuel Criado, donc je rappelle, vous êtes directrice administrative et financière, parce qu'on parle d'éco-contribution, c'est peut-être bien de rappeler à quoi ça sert. Oui, en effet. Donc, à quoi sert l'éco-contribution ? Donc, l'éco-contribution sert avant tout à financer nos obligations réglementaires, dont la première, ça va être la mise en place, l'organisation et le soutien des secondes vies des produits concernés par la filière pour lesquels on va être agréé. Donc on va avoir bien sûr le réemploi, la réutilisation, mais également le recyclage matière, la valorisation énergétique via la collecte et le traitement. On va avoir également d'autres obligations réglementaires qui vont être citées soit dans le cahier des charges d'agrément initial, comme par exemple, on peut citer pour le meuble, on va avoir un minimum de 2% de notre éco-contribution à dépenser sur des projets de recherche et développement, ce genre de KPI qui vont être inscrits dans le cahier des charges d'agrément, où on va avoir d'autres obligations réglementaires qui vont être inscrites a posteriori, notamment nous, la loi AGEC nous a impacté en 2020. On a eu par exemple l'obligation de doter un fonds pour hauteur de 5% de montant de nos éco-contributions pour le réemploi et la réutilisation. Donc ça va arriver dans les années qui vont arriver, c'est applicable en 2022-2023. Mais voilà, donc c'est d'autres obligations qui vont arriver et donc et l'éco-contribution va donc servir à financer ces obligations-là. Un autre élément une autre manière d'utiliser les contributions pour Valdelia, ça va être l'accompagnement des metteurs en marché. En fait, dès son premier agrément en 2012, Valdelia s'est positionné en tant que prestataire de services pour ses metteurs en marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a voulu transformer en fait la contrainte réglementaire de la REP en une opportunité commerciale pour nos metteurs en marché. Donc ça passe par des accompagnements des adhérents pour augmenter la valeur sociétale de leur entreprise. Aujourd'hui, on a 2 axes principaux qui vont être détaillés cet après-midi par Kerstine et Léa. Mais donc les 2 axes, ça va être soit fabriquer autrement, donc aider nos metteurs à marché à fabriquer à partir de produits de seconde vie, soit se sourcer autrement. Donc ça veut dire se sourcer, faire des offres commerciales directement avec des produits de seconde vie. Donc voilà par rapport à l'accompagnement des metteurs en marché. Et enfin, la dernière utilité de l'éco-contribution, ça va être de financer les frais de structure. Comme toute société commerciale, Valdelia a des frais de fonctionnement, des coûts fixes. Et donc, par nature, si Valdelia est agréé sur une nouvelle REP, ça permet d'asseoir ses coûts fixes et ses coûts de fonctionnement sur une assiette de tonnage plus large et donc de réaliser des économies d'échelle. Donc ça, c'est vraiment pour l'utilité, on va dire, l'éco-contribution et comprendre comment ça fonctionne. Mais alors, comment est calculé le barème, Manuel ? Alors, donc là, je viens de vous citer en fait l'intégralité des charges que va avoir un éco-organisme. Une fois qu'on estime ces charges sur plusieurs années à venir, on va calculer un montant de contribution qui va servir à absorber ces charges. Comme l'a dit Maître Gossman tout à l'heure, un éco-organisme a pour obligation d'être à but non lucratif. Donc, on estime l'intégralité de ces charges sur plusieurs années et donc on estime en face, bien sûr, un montant d'éco-contribution qui viendra absorber ces charges. Voilà, et donc, comme le répétait également Maître Gossman, mais on a une possibilité, en fait, en tant qu'éco-organisme, pour arriver à ce résultat net comptable à 0, de faire des dotations ou des reprises de provisions via un rescrit fiscal qui nous a été donné. Important comme précision. Alors Bruno Mouzet, peut-être, on a vu globalement le fonctionnement, l'éco-contribution, peut-être rappeler aussi les engagements aussi de Valdelia. Oui, alors l'engagement premier, c'est de réaliser notre mission. Vous allez nous déléguer votre responsabilité. Nous, on va s'engager à faire ça correctement. On le fait déjà depuis 10 ans, donc ça donne un petit gage de confiance, mais c'est vrai qu'on est quand même contrôlé par l'État tous les 2 ans, donc je ne sais pas à quel rythme on sera contrôlé sur cette REP, mais jusqu'à présent, on s'en sort bien. Donc, qu'est-ce qu'ils contrôlent quand ils viennent nous voir ? Ils contrôlent les écarts par rapport au cahier des charges. Donc ça, c'est pour ça que le cahier des charges, finalement, c'est notre Bible. Le cahier des charges, l'arrêté cahier des charges, en fait, nous, on le transforme en demande d'agrément, puis après, c'est notre Bible pendant toute la période d'agrément. Donc, c'est quelque chose qu'on suit de très près. Ensuite, les garanties, c'est de bâtir ensemble une communauté qui va permettre de créer une filière qui sera utile, parce que ça fait partie des fondements de Valdelia, c'est de faire des choses qui ont un impact. C'est pour ça qu'on s'est... alors je ne critique pas du tout les autres modes de fonctionnement, mais c'est pour ça qu'on est parti dans l'opérationnel, c'est parce qu'on voulait vraiment voir une différence palpable et une différence qu'on pouvait créer nous-mêmes
tous les jours en mettant des camions de nos prestataires sur la route et en allant chercher nos déchets. L'autre valeur que l'on a, c'est d'être un tiers de confiance. Vous allez nous confier quand même beaucoup de données, beaucoup de data sur finalement vos ventes, puisque la déclaration des mises en marché, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'état des ventes des produits qui sont concernés par la REP PMCB. Donc quand vous confiez autant d'informations à une entreprise tiers, il faut avoir un minimum confiance, parce qu'effectivement, ça pourrait être embêtant au niveau de la concurrence si jamais ça fuitait. Donc c'est quelque chose de très important qui est même fondateur chez Val-Delia, puisque dès le départ, les metteurs en marché qui ont créé Val-Delia ont décidé que ce ne serait pas l'un d'eux qui serait président de Val-Delia, qui serait même à la direction de Val-Delia. Donc ils sont évidemment au conseil d'administration, mais ils ne dirigent pas l'éco-organisme. Ils sont allés chercher, pour diriger l'éco-organisme, un expert du déchet, monsieur Amerdreau, je ne sais pas où il est, et pas l'un d'eux. Donc ça montre bien que l'éco-organisme gère vraiment du déchet et doit être indépendant des metteurs en marché. Quelquefois, on a des décisions à prendre qui peuvent être embêtantes ou impactantes pour un marché donné. On doit augmenter la contribution sur un produit parce que ce produit, finalement, on a plus de mal à le récupérer, il nous coûte plus cher à traiter, etc. On n'a pas de pression d'un metteur en marché. Le barème, il est fait, il est présenté, bien sûr, à notre conseil d'administration, mais il est fait par l'éco-organisme et en toute indépendance et sans pression des uns ou des autres. Donc ça, c'est vraiment un acte fondateur de l'éco-organisme Val-Delia. Est-ce que l'une ou l'autre veut ajouter quelque chose avant que peut-être viennent des questions complémentaires, évidemment, de la part du public, puisque c'est tout l'intérêt? Non? C'est clair? Bruno Musée, vous avez encore... Je ne sais pas s'il était clair, il faut demander à la salle. Moi, je pense que oui, mais... Il y a une main levée, donc voilà, déjà. Ça, n'hésitez pas, parce que, comme je disais, l'objectif, c'est aussi qu'il y ait un échange entre vous et les représentants de Val-Delia. J'ai une petite question concernant, surtout quand on démarre une nouvelle filière, comme c'est le cas de ce que veut faire Val-Delia avec les produits matériaux de construction. Il y a des déchets à valeur positive. Et en fait, l'expérience montre, et je pense que c'est déjà le cas pour une partie des activités dans le mobilier, qu'à ce moment-là, il y a un barème de contribution qui est adapté. Vous prenez quand même en charge un certain nombre d'obligations, mais il y a d'une certaine manière un partage de valeur au regard de la valeur générée par les déchets. Alors oui, on l'a fait dans le mobilier sur les mobiliers 95% métalliques, donc pour ne pas dire 100%, puisque on visait ceux qui sont 100% métalliques en fait, où ils ont un barème beaucoup moins important que les autres, parce qu'on va considérer que derrière on a une recette matière quand on va récupérer les déchets métalliques. Donc c'est des choses qu'on va adapter pendant la construction finalement le barème et les modes de déclaration, etc. Ça, c'est des choses qu'on verra avec les metteurs en marché au fur et à mesure qu'on avance. Et monsieur posait une question tout à l'heure sur les mandataires aussi, je l'avais dit. Il n'ose plus maintenant. Voilà. Maintenant, vous êtes au pupitre, vous pouvez apporter la réponse maintenant. Alors, effectivement, on a une expérience on a une société mandataire chez Val-Delia qui représente donc d'autres sociétés et qui déclare pour le compte des autres sociétés. Donc c'est quelque chose qu'on est tout à fait enclin à mettre en place. Si des metteurs en marché étrangers, là c'était le cas de la question je crois, souhaitent passer par un mandataire français pour faire leur déclaration, ça sera tout à fait pris en compte et sans problème. D'ailleurs j'ai oublié, j'avais un autre slide tout à l'heure. Allez-y. Que j'ai pas montré. Oui, allez-y, vous pouvez, c'est l'occasion. Vous avez le temps. Non, c'est pas encore la pause déjeuner, il faut revenir en arrière. Même si... Voilà. Donc, les grandes étapes. Oui, ça en est complètement sorti d'esprit, désolé. Donc là, en ce moment, vous pouvez finalement déclarer votre intention d'adhérer chez Val-Delia. Comme je vous l'ai dit, c'est un point important pour nous, puisque ça va être fondateur, ça va être un point qu'on va montrer au pouvoir public pour montrer un petit peu finalement qu'on est soutenu par des metteurs en marché. La deuxième grande étape, c'est octobre-novembre, où on va faire des groupes de travail avec les gens qui auront ou signé une lettre d'intention ou qui nous auront dit, voilà, moi je suis intéressé pour venir
qu'est-ce que vous allez faire, etc. Donc on va faire des groupes de travail pour regarder comment on va développer, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais auparavant, comment on va développer finalement tout le système de déclaration, le système de calcul de l'éco-contribution, qui peut être basé sur tout un tas de choses. Et ça, on a vraiment besoin des metteurs en marché pour arriver à mettre ça en place. Et puis après, en janvier, ça y est, c'est le coup de feu. Il va falloir facturer l'éco-contribution ou l'intégrer dans ses coûts. Donc là, c'est très important que tous les acteurs du marché aient fait leur choix d'éco-organisme, hein, pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence ou qu'il y ait des choses qui se passent qui ne sont pas tout à fait tolérables. Donc là, vous avez un peu de temps, pas beaucoup, nous non plus, mais il va quand même falloir vous décider. Et puis nous, courant 2022, on va vous accompagner. Parce qu'un point fort aussi qu'on a mis en place depuis le début, c'est la relation avec toutes nos parties prenantes. Donc la relation avec les adhérents, elle est directe. Hein. C'est-à-dire vous m'appelez moi, vous appelez, il y a une autre personne qui travaille avec moi. Ce n'est pas une plateforme qui vous répond. Vous ne faites pas le 1 pour savoir s'il y a un problème adhérent, le 3 parce que vous avez... Donc c'est de l'humain, en fait. Vous avez toujours privilégié la relation humaine, c'est ça? Nous, on privilégie la relation humaine, mais pas qu'au service des adhérents, partout dans l'entreprise. Si vous appelez pour avoir une benne, vous êtes un détenteur et vous voulez avoir quelqu'un qui collecte vos déchets, vous avez une personne qui vous répond qui est chez Valdelia, vous aurez son nom, vous pouvez la rappeler, elle est au courant de votre dossier, on ne repart pas à zéro à chaque fois. Donc ça, c'est important. Et pendant tout 2022, on va prendre notre bâton de pèlerin et puis on va aller voir donc, les metteurs en marché pour leur expliquer comment on met en place et comment ça se passe. On va aller voir aussi les détenteurs de déchets pour leur dire comment ils font des demandes, comment ils peuvent faire évacuer leur mobilier, etc. Donc là, ce sont des gens de chez Valdelia qui vont s'occuper. On a des conseillers techniques en région qui vont aller voir donc les grands détenteurs pour commencer à diffuser la bonne parole. Et puis, vous avez des gens en interne qui vont vous répondre directement à vos questions. Voilà, il y a justement directement aux questions, on peut tendre un micro, il y a une question. Et ça commence tout de suite. N'hésitez pas, réfléchissez si vous avez d'autres questions, je vous rends aussi au fond de la salle. Moi j'en ai deux en fait. Je voudrais savoir pourquoi Valdelia concourt sur cette filière. Je me disais bien qu'on ne nous l'avait pas demandé depuis ce matin. Et ça y est. Et d'une part, et d'autre part, quelle est votre relation avec les autres candidats éco-organismes? Quelle est notre relation? Ah, relation. Je ne sais pas si c'est pas Arnaud qui tu veux répondre, non? Non, il n'est pas là. Si, il est dans le fond de la salle. Bon, c'est peut-être mon chef qui va vous répondre. Non Du coup, donc, sur les deux questions. Pourquoi Valdelia concourt sur cette filière? On va essayer de vous l'expliquer dans cette journée. Excusez-moi, oui, je suis plutôt en haut qu'en bas, mais on va essayer de vous expliquer pourquoi on concourt sur cette filière. La première raison, et la raison principale, c'est, on vous l'a dit, on est dans un monde spécifique qui est le monde des filières REP, responsabilité élargie des producteurs, et on est dans un monde encore plus spécifique qui est celui des éco-organismes. Notre objectif, c'est de porter auprès des metteurs en marché de cette filière qui sont directement impactés avec des temps très très courts de mise en place, notre expertise et notre savoir-faire sur cette question déchets et responsabilité élargie du producteur. Et comme on vous l'a dit, on a besoin de vous aussi pour adapter finalement tous ces dispositifs à la réalité de votre métier. Alors, Bruno dit on ne sait pas trop, etc. Bon, ça fait quand même 2-3 ans qu'on travaille sur ces sujets-là et qu'on voit arriver 2-3 trucs. Donc on a quand même un peu prémâché les dispositifs. La deuxième raison pour laquelle on va sur cette filière PMCV, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on est actif sur les chantiers, on est actif auprès d'opérateurs qui seront les opérateurs concernés par la collecte et le traitement des produits en fin de vie du bâtiment, tout simplement parce qu'on a une activité d'agencement. On a aujourd'hui des metteurs en marché qui fabriquent des produits d'agencement. Ces produits sont enlevés en même temps que le curage du bâtiment. Donc on a cette habitude, on a ce savoir-faire. Et donc encore une fois, notre objectif, c'est de faire gagner du temps à la filière. Gagner du temps, c'est aussi faire gagner de l'argent, tout simplement parce que en création de filière, quand on ne connaît pas bien ces dispositifs, quand on ne connaît pas bien, par exemple, les relations qu'on doit mettre en place avec les opérateurs de collecte et de traitement, quand on ne travaille pas en synergie, et M. Sirena l'a dit tout à l'heure, quand on fait un peu n'importe quoi et qu'on arrive en caïd en disant « les gars, on va vous expliquer comment ça marche », ça ne marche pas. Et ça, c'est cette expérience-là qu'on se propose de mettre à votre disposition. Quelle est notre relation avec les autres candidats? Toujours bonne. Cordial.
Toujours bonne. Parce que vous l'avez dit, on est tous candidats, on est tous complémentaires. Un des objectifs qu'on poursuit au travers de cette journée, je vous l'ai dit en introduction, c'est que vous puissiez prendre cette responsabilité en connaissance et en sachant. Et donc notre objectif premier, en tout cas sur cette journée, c'est que vous puissiez nous connaître les dispositifs qu'on peut mettre en place pour votre compte et finalement choisir en conscience, choisir le candidat qui correspondra le mieux à vos besoins en tant que metteur en marché. Et vous l'avez compris, on n'a pas de jugement sur les autres candidats. Chacun a sa place, chacun a sa raison d'être. Et comme dans tout dispositif économique, on va tous être complémentaires. Mais ce sera bien vous, metteur en marché, qui déciderez quel est le meilleur candidat pour représenter vos besoins de metteur en marché. Merci. Je crois qu'il y a une question par là-bas. Allez-y. Oui, bonjour, Bernard Duhamel. Alors, hier, je ne me serais pas défini comme ça, mais je suis metteur sur le marché aujourd'hui. Ma question, elle est sur la phase transitoire. Le bâtiment, c'est des cycles longs. Le 1er janvier, j'ai bien noté que je pourrais être assujetti à la contribution. Je remets des prix aujourd'hui pour des éléments que je vais livrer si j'ai l'affaire dans 2 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné, et de préférence le plus rapidement possible, il faut que je connaisse des barèmes, puisqu'il s'agit d'un coût additionnel, je l'ai bien compris, et non pas d'une taxe. Donc pour prendre ma décision de prendre sur ma marge ou d'intégrer dans mon prix de vente, il faut que j'ai les différentes données. Très concrètement, comment ça va se passer ? Je crois qu'Arnaud Humbert-Droz veut reprendre la main. Allez-y. Merci. Je vais juste insister sur le fait que c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Maître Gossman vous l'a dit à plusieurs reprises, les textes ne sont pas finalisés. Par contre, vous, dans votre réalité terrain, dès le 1er janvier, vous allez devoir claquer l'éco-contribution. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision, en tant que Val-Lélia, de finalement créer ce moment de rencontre, ce moment d'échange, pour que vous puissiez anticiper ce qui est anticipable. Donc le barème de l'éco-contribution, moi je ne saurais pas vous le donner aujourd'hui, demain. Certainement qu'après-demain, je vais commencer avec ceux qui auront fait le choix de nous rejoindre, de présenter des éléments de barème, de commencer à construire ce barème. Et ça, c'est un élément qu'il faut que vous ayez bien en tête. C'est que ce barème, en fait, ce n'est pas l'éco-organisme qui descend et qui dit « bam, c'est temps ». C'est une construction commune avec les metteurs en marché. Bien évidemment, Manuel vous l'a dit, on a des obligations d'équilibre. Donc on ne dira pas il y a là tout ce que vous demandez, là, c'est trop cher, etc. On vous présentera les éléments constitutifs du prix. Mais il y a bien des décisions régaliennes qui vont dépendre de vous en tant que metteur en marché. Donc je ne saurais pas vous le dire. Par contre, pratiquement, ce qu'on sait, c'est que dès aujourd'hui, vous pouvez écrire sur vos devis « Attention, les tarifs que je vous remets pourront être impactés par une éco-contribution ». Rentrez pas dans le détail si elle sera visible ou pas visible, mais dès maintenant, sur votre devis, il faut informer votre client que le prix final sera peut-être impacté par un montant complémentaire qui est une éco-contribution. Et on pourra vous donner une petite phrase type qu'on a depuis 2012, parce que vous n'êtes pas les premiers à être confrontés à cette problématique. Et puis, on ne va pas rentrer dans le détail, si vous nous le permettez juste aujourd'hui, parce que malheureusement, on ne peut pas parler de tout, mais il y a plein d'autres sujets qui vont être impactés par cette mise en place. Qu'est-ce que je fais de mon client qui a acheté des produits qui sont en stock ? Qu'est-ce que je fais des produits qui ont été achetés par un client français, mais qui vont être exportés à terme ? Qu'est-ce que je fais des produits qui finalement vont être récupérés chez un distributeur et détruits, etc., etc. Tout ça, il vous l'a dit. Alors vous savez, chez Maïf, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Cerise. Ah, c'est Cerise de Groupama. Ben, chez Val-Lélia, vous avez Bruno. Et son job, ça va être de vous répondre au fur et à mesure. Il va avoir du travail. On va prendre peut-être. Est-ce qu'il y a encore une dernière question éventuellement ? Il y en a une par ici. Alors on va prendre une dernière question avant de faire la fameuse pause déjeuner qui était affichée tout à l'heure. Allez-y. Ambre Leferrec, je voulais savoir en fait si vous n'êtes pas agréé au 1er janvier, est-ce que vous allez quand même faire payer l'éco-contribution aux adhérents ? Ah là, vous me faites rêver, là. Non, si on n'est pas agréé, on ne pourra pas faire payer l'éco-contribution. Alors vous avez raison, si on n'est pas agréé, en fait l'éco-contribution ne se met pas en place. Parce que il y a deux sujets avec l'agrément. Le premier sujet, c'est effectivement la capacité en fait, de déléguer sa responsabilité. Il ne faut pas l'oublier, l'agrément de l'éco-organisme, c'est cette délégation de responsabilité. C'est une mécanique géniale inventée par le législateur qui est de dire j'ai une responsabilité que je donne à Polo, il signe un contrat et moi
j'accepte que la personne avec qui il signe un contrat puisse avoir cette délégation de responsabilité. Petit 1. Petit 2, du coup, par rapport à cette contrainte, j'ai quelques avantages. Et un des avantages que j'ai si je suis agréé, c'est que je peux vous demander, si vous êtes adhérent, dans un contrat de droit privé, de me reverser en échange de cette délégation de responsabilité l'éco-contribution. Merci à vous. Je pense que de toute façon... il y a peut-être encore une dernière. On va prendre une dernière question. De toute façon, vous allez... Non on va en prendre une ou deux si vous voulez bien, Nathalie. Allez, une ou deux. Bien sûr. Alors, on va manger plus court, mais c'est important. Ça... Et puis de toute façon... Et puis de toute façon, voilà. Quand on mange, on peut parler ensemble aussi. C'est ça qui est formidable. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Kim CSN de la FNAS. J'avais une interrogation sur, on en a parlé ce matin, sur l'agrément et les différentes catégories de déchets de la REP PMCB qui allaient être concernées. Est-ce que, première question, vous allez vous positionner dans votre demande d'agrément sur les deux catégories de déchets de la REP PMCB? Et deuxième point, est-ce que la REP PMCB est la seule sur laquelle vous vous positionnez, ou est-ce que vous allez également potentiellement ouvrir votre champ de compétences à d'autres REP qui ont été mises en place, notamment par la loi AGEC? Parce que vous savez ce que je vous propose? Vous pouvez descendre. Est-ce que vous pouvez arriver à marcher tout en parlant, descendre l'escalier? Parce que comme ça, tout le monde vous verra bien. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous nous parlez en haut de l'escalier. Merci Nathalie. Alors, deux éléments par rapport à la question que vous posez. La première question, c'est est-ce qu'on va demander l'agrément sur la totalité des catégories ou pas? Aujourd'hui, très clair. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la vision de ce qui se passe sur le chantier. La question, c'est quand j'arrive sur un chantier, j'ai trois typologies de chantier. J'ai une typologie qui est la construction neuve, j'ai la rénovation et j'ai la déconstruction. Maître Gossman l'a dit, la problématique qu'on a avec ce décret, et je suis désolé pour les services de l'État, et je suis d'accord avec lui, ils ont une telle pression que c'est compliqué d'écrire les choses qui vont être adaptées à tout. C'est un peu écrit, la séparation des catégories est un peu écrite avec les pieds. Notamment sur la première et la deuxième catégorie. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand je vais faire de la rénovation, typiquement, si je fais une rénovation d'une salle de bain, moi ça m'arrive de temps en temps de refaire ma salle de bain, je vais me retrouver avec à la fois du carrelage, des équipements sanitaires, des plaques de plâtre. Donc au moment du chantier, je vais me retrouver, trié ou pas trié, c'est un autre sujet, mais moi en tant qu'éco-organisme, je vais me retrouver avec ces produits-là à prendre en charge. Comme vous l'a dit Manuel, si je les prends en charge, il faut que je les finance. Donc à ce stade, nous sommes candidats sur la totalité des catégories, tout simplement parce que notre métier, c'est l'organisation de la fin de vie du produit, et que potentiellement sur ces trois schémas que je vous ai nommés, je vais avoir tous les produits qui vont être dans la benne, donc je vais chercher à les financer. Sur la deuxième question que vous posez, c'est une question fort intéressante, puisque, comme l'a dit Maître Gossman, effectivement, il y a plein de filières REP. On n'a pas été sur le tabac. C'est sympa les clopes, mais on n'y a pas été. Madame, vous nous posiez la question tout à l'heure de pourquoi vous allez sur la PMCB. On va sur la PMCB parce que génétiquement, c'est la REP qui est la plus proche de nos activités. Vous avez une REP jouet, vous avez une REP sur le bricolage, vous avez une REP sur les équipements de loisirs, etc., etc. Ce sont des REP qui, de façon, on va dire, génétique, ne sont pas des REP conformes à ce que sait faire Val-d'Hélia. Pourquoi? Parce que ce sont des REP qui s'adressent à des produits à destination des ménages en majorité. Ce sont des REP qui vont être collectés au travers d'un réseau de collecte qui s'appelle la déchetterie municipale. C'est un réseau de collecte sur lequel on n'intervient pas. Potentiellement, dans la REP PMCB, il y aura des déchets qui passeront par les déchetteries municipales. On a un camarade qui s'appelle Écomobilier qui est spécialisé sur cette question-là. On travaille très bien avec Écomobilier sur un certain nombre de sujets. Ça sera le cas. 80% des déchets de la REP PMCB sont sur les chantiers, et donc vont nécessiter un dispositif de collecte type direct sur chantier ou point d'apport volontaire. Ça va faire partie des débats qui vont arriver, mais ça, c'est ce qu'on sait faire. Pour la déchetterie municipale, moins de 20%, on trouvera des accords avec des gens qui font ça très très bien. On est vraiment dans le monde du déchet. Dans le monde du déchet, on est sur deux sujets complètement différents. Ce qu'on appelle la propreté urbaine, le service aux collectivités locales et le service aux entreprises. Notre spécialité chez Val-d'Hélia, c'est le service aux entreprises. Pour ça qu'on va sur la PMCB. On va déjeuner? Non, il y a une autre question. Il y avait une dernière question. Alors, on va prendre une dernière question. Alors c'est compliqué parce qu'il faut nettoyer le micro entre chaque, évidemment. C'est logique. Voilà. Bonjour, Christine Léry, profession recycleur. J'aime les chiffres. Je ne sais plus combien j'ai eu en maths au bac, mais... est-ce qu'on a une idée du gisement d'adhérents dans lequel vous allez piocher et qu'est-ce que vous visez? Alors, est-ce qu'on a une idée du gisement d'adhérents?
Mais toi là, tu tords le micro. Là. Au pupitre, voilà. Est-ce qu'on a une idée du gisement d'adhérents? Oui, 15 000 boîtes. Pourquoi? Parce que c'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde du BTP. Vous avez les grosses majors, effectivement, qui vont exister, mais comme vous l'avez vu, la définition même de l'adhérent peut être complexe, puisque c'est la personne qui va, pour la première fois sur le territoire national, mettre en service un équipement pour le bâtiment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on vise? On vise les adhérents qui ont envie d'avoir une structure, on va dire, de taille humaine, et dans laquelle ils vont pouvoir être actifs, et dans laquelle, en fait, ils vont pouvoir développer finalement cette économie circulaire. On vous l'a dit, notre premier objectif, c'est de faire en sorte que cette contrainte réglementaire devienne une opportunité business. Et donc, on vise ce type d'adhérents. Combien on en aura? Je ne sais pas. En tout cas, on est prêt et on sera prêt à en accueillir le plus grand nombre possible pour faire les choses comme il faut. Merci à vous. Je crois qu'on va marquer la pause. Sauf non. De toute façon, on va continuer à déjeuner. Alors, de toute façon, cet après-midi, on va rentrer un peu plus aussi dans le vif du sujet, puisque chez Valdelia, il y a un pôle innovation, il y a de la R&D. Vous avez parlé d'accompagnement. Donc, il y aura à nouveau des représentants de Valdelia sur ces différents secteurs, mais aussi des acteurs engagés que vous accompagnez depuis longtemps. Il y aura des acteurs de l'ESS, on en parlait aussi ce matin, pour montrer aussi, finalement, que c'est du donnant-donnant dans l'histoire autour de ces 4 enjeux qui sont majeurs, on va dire, pour l'économie circulaire: le réemploi, la matière, la traçabilité et les services. Donc ça va être le fil conducteur de ces tables rondes. On se retrouvera ici à 13h30 et en attendant, je vous souhaite un bon déjeuner. Et merci à tous les intervenants, les participants et à vous.